Imaginez un collier porté uniquement le jour d'un mariage, non pas par amour, mais par devoir envers une dynastie. Un bijou pesant près d'un demi-kilo en carats, ayant survécu aux révolutions, à la chute d'un empire et peut-être même à une trahison. Il a brillé autour du cou de princesses dont les mariages étaient dictés par la politique et non par les sentiments. Puis, un jour, il a disparu, sans laisser de traces. Et pourtant, des décennies plus tard, il réapparaît sur les photographies d'une millionnaire américaine, étrangère au monde impérial russe. Comment l'a-t-elle obtenu? Quel lien existe entre l'Union soviétique, une ambassade à Varsovie et cette femme parée de diamants? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un seul bijou a été témoin de mariages froidement calculés, d'alliances secrètes et peut-être même de négociations diplomatiques cachées. Pourquoi les 4 filles du dernier tsar, bien qu'ayant rêvé de ce collier depuis l'enfance, n'ont jamais eu l'occasion de le porter? Où se trouvent aujourd'hui les diamants taillés en Inde pour les impératrices de Russie? Et est-il possible que quelqu'un les porte encore aujourd'hui sans en connaître l'origine? Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un simple collier de luxe, vous vous trompez. C'est une histoire de pouvoir, de silence et d'un symbole plus lourd que n'importe quel titre royal. Restez jusqu'à la fin, le plus troublant est encore à venir. Aujourd'hui, nous évoquons le souvenir d'une femme dont la vie fut profondément liée au destin de l'Empire russe et au mystère d'un bijou parmi les plus extraordinaires jamais créés. Il y a exactement 200 ans, le 17 septembre 1824, naissait Maria Alexandrovna, princesse d'un petit duché allemand, celui de Hesse, appelée à devenir l'épouse du tsar Alexandre II, surnommé le tsar réformateur. De la tranquillité des cours d'Allemagne jusqu'au cœur du pouvoir impérial russe, son parcours allait la transformer en bien plus qu'une impératrice. Elle allait devenir un symbole d'époque et de transition. C'est avec son nom que commence à prendre forme la légende du collier impérial de diamants, un bijou si somptueux, si chargé de sens et de poids, au propre comme au figuré, qu'il allait survivre à la chute de la dynastie elle-même. Ce collier n'était pas un simple ornement, c'était une pièce vivante, composée de diamants gigantesques, totalisant plus de 475 carats. Chaque pierre semblait contenir à elle seule des siècles de secrets, de pouvoir, d'héritage. Et bien que Maria Alexandrovna ne fut pas la première à le porter, elle en devint l'une des figures les plus emblématiques. À l'époque de son mariage, le collier était déjà conservé dans le trésor impérial. Mais son histoire, elle, remontait bien plus loin, à une époque où le mot « empire » avait encore une résonance presque sacrée. On estime que les diamants du collier provenaient d'Inde, taillés probablement au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il ne s'agissait pas de pierres taillées pour plaire à une mode passagère, mais pour l'éternité. La taille indienne, différente des techniques européennes strictes et symétriques, laissait la lumière pénétrer la pierre en révélant l'éclat intérieur plutôt qu'en le réfléchissant froidement. Il ne s'agissait pas d'un simple scintillement, mais d'un éclat profond, presque organique. Certains diamants tiraient légèrement sur le bleu, d'autres offraient des reflets rosés. Cette diversité donnait au collier un caractère unique, pas seulement de la valeur, mais une présence. La structure du collier était à couper le souffle. 36 diamants massifs, dont 21 formaient la rangée supérieure, une véritable rivière de lumière enserrant le cou, et 15 autres, suspendus élégamment en gouttes, pendeloques, formaient la partie inférieure. À chaque mouvement de celle qui le portait, ces diamants dansaient, captant la lumière d'une manière presque hypnotique. Ce collier ne reposait pas simplement sur la peau, il respirait avec elle. Le collier entra officiellement dans le trésor impérial après le décès du grand-duc Constantin Pavlovitch en 1831. Mais son usage allait devenir très spécifique. Il n'était porté que lors des mariages des femmes de la famille impériale. Pas pour les bals, ni pour les dîners d'État. Seulement pour les unions. Uniquement pour ce moment unique où une femme entrait dans la dynastie. À la fin du XIXe siècle, le collier devint ainsi une partie incontournable du rituel matrimonial impérial, non comme un accessoire de mode, mais comme un passage sacré. Chaque mariée, qu'elle fût née Romanov ou étrangère épousant un grand-duc, devait le porter.
Et bien avant que cela ne devienne une tradition formelle, le collier circulait déjà discrètement entre les femmes de la famille, transmis en silence, jamais réellement possédé, mais toujours attendu. Et c'est là toute la fascination. Personne ne possédait ce collier. Il n'appartenait à aucune femme en particulier. Il appartenait à la dynastie, à l'histoire. Après chaque cérémonie, il était rangé dans son écrin de velours, dans l'ombre, jusqu'à la prochaine union. En ce sens, ce n'était pas un bijou, c'était une relique. Ainsi, lorsque Maria Alexandrovna le porta pour la première fois, le collier cessa d'être une simple composition de pierres précieuses. Il devint un symbole de devoir, de continuité, de pouvoir. Et à partir de cet instant, son histoire devint indissociable de celle des mariés Romanov. Il devint ce fil invisible, étincelant, qui reliait les générations entre elles. Et ce qui allait suivre dépasserait tout ce que ses créateurs auraient pu imaginer. Car à partir de là, ce collier n'allait plus seulement orner, il allait unir. Relier les mariages, les lignées, les empires et les destins. Les diamants qui composaient le collier impérial n'étaient pas de simples pierres choisies pour leur éclat ou leur taille. Ce n'étaient pas non plus des ornements destinés à flatter une silhouette royale. Ces gemmes étaient des fragments d'histoire. Elles avaient traversé les siècles, les continents, les empires. Leurs origines exactes restent entourées de mystères, mais la plupart des experts s'accordent, elles venaient d'Inde, probablement taillées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, à une époque où ce territoire était considéré comme le berceau sacré des plus précieuses merveilles du monde. La taille indienne de cette époque n'était pas une simple technique joaillère, c'était un art ancestral. Contrairement aux tailles européennes rigoureusement symétriques, les diamants indiens étaient sculptés pour suivre la nature de la pierre elle-même, révélant un éclat intérieur, diffus, vivant. Ces diamants ne renvoyaient pas la lumière comme un miroir froid, ils semblaient plutôt l'absorber, puis la faire rayonner de l'intérieur. Certains arboraient des reflets bleutés, d'autres des teintes légèrement rosées. Ensemble, ils ne se contentaient pas de briller, ils racontaient une histoire. À une époque où l'aristocratie russe commençait à regarder vers l'Ouest, vers Paris, Londres, Vienne, pour puiser son inspiration en matière de mode et de prestige, ce collier représentait autre chose, une élégance plus ancienne, une majesté étrangère, presque mystique. Et c'est précisément ce contraste qui en faisait un chef-d'œuvre. La partie supérieure du collier était composée de 21 diamants parfaitement alignés, formant une rivière de lumière rigide et impériale. La rangée inférieure, elle, était plus fluide, 15 pendeloques suspendues, délicates, mobiles, entourées de brillants plus petits. Cette tension entre structure et mouvement donnait au bijou une âme propre. Le collier n'était pas figé, il réagissait à celle qui le portait. Il s'adaptait à son port de tête, à sa respiration, à sa démarche. Il vibrait doucement au rythme du corps. Et c'est pour cela qu'il ne semblait jamais identique d'une cérémonie à l'autre. À chaque mariage, il dévoilait une nouvelle facette de lui-même. Lorsqu'il fut placé dans le trésor impérial, son destin bascula. Il cessa d'être un simple bijou pour devenir un symbole, un objet de transmission silencieuse. On ne le portait jamais en public, jamais lors des bals ou des réceptions officielles. Il était réservé à un seul moment, le passage d'une femme dans la dynastie Romanov. Chaque fois que l'écrin de velours était ouvert, chaque fois que le collier était posé sur le cou d'une nouvelle mariée, ce n'était pas seulement un geste esthétique, c'était une transformation, une déclaration silencieuse. Ce n'était pas qu'un mariage, c'était une fusion de lignées, de traditions, de puissance. Et chaque diamant devenait témoin muet de cette union. Pour les jeunes femmes de la famille impériale, ce collier n'était pas qu'un objet mythique, c'était une promesse, un rêve. Depuis l'enfance, elles en entendaient parler. Elles le voyaient sur les portraits de leur mère, de leur tante, de leur cousine. Elles s'imaginaient le porter un jour à leur tour. Mais ce moment n'arrivait qu'une seule fois, et c'est cette rareté qui lui donnait son caractère sacré. Le collier représentait l'honneur, mais aussi la responsabilité. C'était un héritage, pas une possession. Lorsque la grande-duchesse Olga Konstantinovna le porta en 1867 pour son mariage avec le roi Georges Ier de Grèce,
Le collier ne se contenta pas de briller, il affirma quelque chose. Il déclara sans un mot « Ceci est le sang impérial, ceci est le pouvoir ». Et après chaque mariage, le rituel recommençait. Le collier était rangé, conservé, protégé. Il retournait dans le silence. Et à chaque sortie, à chaque nouvelle cérémonie, il revenait chargé d'un poids plus lourd que les carats, celui de la mémoire. C'était là sa véritable magie, pas son prix, pas son éclat, mais les silences qu'il contenait, les regards qu'il avait croisés, les secrets qu'il gardait précieusement. Il semblait inaltérable, intouchable, éternel. Rien ne pouvait interrompre ce rituel, rien sauf l'histoire. À un moment donné, le collier cessa d'être un simple bijou. Il devint un code, un signe silencieux compris uniquement par les femmes de la dynastie Romanov. Le porter n'était plus un choix personnel, c'était un passage obligé, un rituel, un geste qui ne faisait pas que sublimer la beauté d'une mariée, mais qui scellait officiellement sa place au sein d'un ordre invisible, une lignée marquée par le devoir, l'héritage et le pouvoir. Un mariage dans la famille impériale n'était jamais une simple célébration privée. Chaque union était une manœuvre politique soigneusement orchestrée, une alliance entre puissances, un équilibre fragile entre intérêts, titres et territoires. Chaque détail avait son importance, chaque broderie, chaque regard, chaque bijou. Mais aucun ne parlait aussi fort que le collier. Et il ne se portait jamais seul. Il faisait partie d'un ensemble sacré, soigneusement conservé pour les noces. Les énormes boucles d'oreilles au diamant rouge, la tiare ornée d'un diamant rose, la couronne nuptiale officielle et l'historique agrafe de manteau créée pour Catherine la Grande. Mais parmi tous ces objets somptueux, le collier restait la pièce maîtresse, le cœur du rituel, le symbole silencieux de l'accession au pouvoir féminin dans l'Empire. La première à inscrire ce collier dans une tradition de mariage fut la grande-duchesse Olga Konstantinovna, lorsqu'elle épousa le roi Georges Ier de Grèce en 1867. L'image qu'elle laissa, jeune, droite, vêtue du poids de la cérémonie impériale, marqua les esprits. À partir de ce moment-là, le collier n'était plus une option, il était devenu un devoir. Chaque marié Romanov devait désormais le porter. En 1874, il réapparut autour du cou de Maria Alexandrovna, fille du tsar Alexandre II, lors de son mariage avec le prince Alfred du Royaume-Uni, duc d'Édimbourg et fils de la reine Victoria. Cette union n'était pas anodine, c'était un symbole fort, une passerelle entre deux empires majeurs, la Russie et la Grande-Bretagne. Et ce jour-là, le collier brillait bien plus que par sa lumière, il brillait par sa portée politique. Il affirmait que la Russie impériale pouvait égaler les plus grandes cours d'Europe, en richesse, en élégance et en pouvoir. Puis, le collier suivit la chaîne des mariages impériaux sans interruption. En 1879, il accompagna la grande-duchesse Anastasia Mikhailovna, qui épousa le grand-duc héritier de Mecklembourg-Schwerin. En 1894, il fut de nouveau porté, cette fois par la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, pour son union avec le grand-duc Alexandre Mikhailovitch. À chaque mariage, le même collier, le même rituel, le même message. Tu fais désormais partie de nous. Ce qui rendait ce bijou encore plus singulier, c'est qu'il ne distinguait pas celle qui était née Romanov de celle qui entrait dans la famille par alliance. Ainsi, la princesse Dagmar de Danemark, devenue plus tard l'impératrice Maria Fyodorovna, le porta en 1866 lors de son mariage avec le futur tsar Alexandre III. Plus tard, le collier fut confié à la duchesse Marie de Mecklembourg-Schwerin, à la princesse Élisabeth de Saxe-Altenbourg, à la princesse Élisabeth de Hesse et à bien d'autres encore. L'origine importait peu. Ce jour-là, en portant le collier, elles étaient toutes absorbées dans la dynastie. Ce n'était pas qu'une tradition, c'était un baptême silencieux. Lorsque le collier était attaché autour du cou d'une mariée, elle devenait bien plus qu'une épouse. Elle devenait une incarnation, un maillon vivant d'un système vieux de plusieurs siècles. Elle cessait d'appartenir à sa propre histoire, elle entrait dans celle de l'Empire.
Chaque cérémonie reprenait les codes de la précédente, comme si l'on récitait une prière sacrée qui ne pouvait être modifiée. Et à chaque mariée, le collier absorbait un nouveau fragment de mémoire. Un regard, une pensée tue, un doute, une espérance. Et en échange, il offrait sa bénédiction silencieuse, celle de l'appartenance. Dans cet univers, les sentiments étaient secondaires. Chez les Romanov, l'amour était un luxe rarement garanti. Le devoir passait toujours en premier. L'amour, peut-être, viendrait après. Mais le collier, lui, était toujours là. Témoin, présence, rappel constant. Il ne consolait pas, il confirmait. Et alors que le XXe siècle approchait, quelque chose changeait. L'éclat du collier semblait devenir plus froid. Ce qui avait autrefois représenté la stabilité, la continuité, devenait peu à peu le symbole d'un monde figé, sur le point de se briser. Mais le rituel continuait, le collier brillait encore dans les grandes salles sous les chandeliers, il jouait encore son rôle. Personne ne savait que très bientôt ce rôle prendrait fin. Car l'histoire qui s'était répétée génération après génération, sans faille, presque religieusement, allait être brutalement interrompue, définitivement. Au début du XXe siècle, le collier impérial de diamants était devenu bien plus qu'un héritage précieux. C'était une déclaration, un message muet que l'on transmettait de marié en marié, une promesse symbolique que l'Empire, malgré les changements, perdurait. Chaque apparition du collier semblait dire « la dynastie vit toujours ». Les noces se succédaient, les visages changeaient, mais le bijou restait, immuable, majestueux, éternel. Ou du moins, c'est ce que l'on croyait. En 1894, le collier fut porté par l'une des figures les plus tragiques de la maison Romanov, la princesse Alix de Hesse, qui devint l'impératrice Alexandra Féodorovna, épouse du dernier tsar, Nicolas II. Leur mariage fut somptueux, cérémonial, d'une beauté presque irréelle. Le collier y figurait en pièce centrale, accompagné de l'ensemble nuptial au complet, les boucles d'oreilles au diamant cerise, la tiare ornée du diamant rose, la couronne nuptiale, le bracelet et l'agrafe de manteau historique créée pour Catherine la Grande. Tout semblait parfait. Mais dans les coulisses, l'Empire commençait déjà à vaciller. Et pourtant, le collier poursuivit encore son rituel. En 1901, il fut porté par la grande-duchesse Olga Alexandrovna lors de son mariage avec le duc Pierre Alexandrovitch d'Oldenbourg. En 1902, ce fut au tour d'Elena Vladimirovna pour son union avec le prince Nicolas de Grèce et de Danemark. En 1908, la grande-duchesse Maria Pavlovna le porta pour son mariage avec le prince Wilhelm de Suède, duc de Södermanland. Le collier était toujours là. Il brillait, il remplissait son rôle. Mais le monde autour, lui, changeait. Les palais brillaient encore. Les valses résonnaient dans les grandes salles. Les photographes immortalisèrent des visages souriants sous les hauts plafonds dorés. Mais l'air portait déjà un parfum de fin. Une tension sourde. Quelque chose approchait et même la lumière des diamants ne pouvait l'éclipser. Puis vint le silence. Les 4 filles du tsar Nicolas II, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, grandirent avec les histoires du collier. Elles l'avaient vu sur les tableaux, peut-être même l'avaient-elles tenu entre leurs mains. Mais aucune ne le porta jamais. Leur mariage, comme tant d'autres choses, furent balayés par l'histoire. Ce moment tant attendu, inévitable autrefois, ne vint jamais. Le collier resta enfermé, intouché, inutilisé. Après la chute de la monarchie, il disparut des archives officielles. La plupart des bijoux impériaux furent saisis, catalogués, vendus ou fondus. Mais ce collier, aucune trace, aucun inventaire, aucun numéro de registre, rien, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, des décennies plus tard, un indice étrange. Dans les années 1940, une série de photos montre une riche héritière américaine, Margaret Thompson Biddle, élégante, sophistiquée, entourée de luxe. Et sur certaines images, autour de son cou, un collier de diamants.
Au premier regard, un bijou parmi tant d'autres, mais en l'observant de plus près, une forme familière, une disposition reconnaissable, un mouvement dans la chute des pierres qui rappelait étrangement le collier impérial. Était-ce possible ? Margaret Biddle était l'épouse d'un ambassadeur américain en poste en Pologne dans les années 1930, une période où de nombreuses œuvres d'art et objets précieux traversaient les frontières discrètement, souvent sous couverture diplomatique. Le collier lui avait-il été offert? L'avait-elle acheté? Ou était-il arrivé jusqu'à elle d'une manière bien plus sombre? Dans les années 1960, le collier réapparut brièvement, ou du moins une version altérée. Il semblait raccourci, réarrangé, certaines pierres manquaient. L'harmonie originelle, la perfection impériale, s'était perdue. On aurait dit qu'on avait cherché à le dissimuler, à le faire oublier, à le rendre méconnaissable. Mais même modifié, le collier dégageait toujours cette aura unique, quelque chose d'intangible comme si son passé ne voulait pas disparaître. Au fil du temps, plusieurs bijoux ayant appartenu à Margaret Biddle furent vendus aux enchères. Mais pas ce collier. Lui, on ne le retrouva nulle part. De nouveau, disparu. Est-il caché quelque part, dans un coffre privé, oublié ou ignoré? Ou a-t-il été complètement démonté, ses diamants vendus séparément, perdus dans des bagues, des boucles d'oreilles, portés aujourd'hui sans qu'on en connaisse l'origine? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais une chose est certaine, ce collier a vu bien plus que des mariages. Il a vu la fin d'un monde. Et sa disparition est peut-être, en soi, son dernier acte. Un adieu silencieux à une époque révolue. Si l'on tente de suivre la trace du collier impérial jusqu'à sa toute fin, un frisson d'inquiétude nous traverse. À un moment donné, il disparaît simplement de l'histoire. Pas de vol déclaré, aucun catalogue, aucune vente aux enchères spectaculaires, rien, juste le silence. Et c'est peut-être ce silence-là qui glace le plus, car ce n'était pas un bijou parmi d'autres, c'était l'un des symboles les plus reconnaissables de la dynastie Romanov. Sa disparition ne semble pas accidentelle, elle semble voulue, comme si quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux l'effacer. Les archives soviétiques, si minutieuses pour documenter les trésors saisis à la famille impériale, restent étonnamment muettes à son sujet. Pour d'autres joyaux, les registres sont clairs, poids, nombre de pierres, valeur estimée. Mais pour ce collier, rien, pas une description, pas un inventaire, comme s'il n'avait jamais existé. Mais nous savons qu'il a existé. Les portraits, les photographies, les témoignages oraux, tout confirme sa réalité. Alors une question persiste. Où est-il passé ? Certains historiens spécialisés en joaillerie pensent que le collier n'a pas été détruit, mais démantelé, déconstruit pierre par pierre, les diamants revendus séparément, sans origine, sans nom, sans passé, de simples pierres détachées, prêtes à être montées sur d'autres bijoux, à vivre d'autres vies. L'un d'eux, un diamant de 17 carats, à la teinte rose pâle et à la taille ancienne indienne, est réapparu des décennies plus tard dans une maison de vente à Londres, sans provenance. Mais ses caractéristiques correspondaient à celles décrites dans les rares descriptions anciennes du collier. Une coïncidence ? Peut-être, ou peut-être un fragment discret d'un empire disparu. Il est difficile de croire qu'un tel trésor ait pu être brisé ainsi, volontairement. Mais quand on pense à la volonté de la Nouvelle-Russie de faire table rase du passé impérial, tout devient plus logique. Ce collier était trop symbolique, trop reconnaissable, trop dangereux. Aux yeux du nouveau régime, il n'était pas seulement un bijou, il était une menace. Et pourtant, il ne cesse de réapparaître, dans l'ombre, pas dans les musées, pas dans les vitrines officielles, mais dans les chuchotements. Un collectionneur discret qui prétend en avoir vu un fragment. Une photographie oubliée dans une demeure aristocratique. Un éclat familier sur le cou d'une femme qui ne connaît peut-être même pas l'histoire de ce qu'elle porte. Dans les années 1980, un historien français spécialisé dans les bijoux aurait vu un collier étonnant lors d'un dîner privé à Genève. Intrigué, il demande à la maîtresse de maison d'où il vient. Elle aurait répondu en souriant « De Russie,
comme bien des choses ici. Parmi les descendants des Romanov, le collier est devenu une légende. Certains affirment qu'il aurait été sorti du pays avant la Révolution et déposé dans un coffre suisse intact. D'autres pensent qu'il aurait été vendu pour soutenir la famille impériale en exil. On murmure même qu'il aurait été aperçu lors d'une présentation privée à New York, sans étiquette, sans explication. Mais ceux qui l'ont vu auraient su immédiatement, c'était lui. Alors, existe-t-il encore? Est-il caché quelque part, oublié dans un coffre-fort, entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas son histoire? Ou bien appartient-il à quelqu'un qui la connaît parfaitement, mais qui a choisi de garder le silence? La vérité, c'est que le collier n'a plus besoin d'exister physiquement. Il est devenu autre chose, une idée, un mythe, une question qui refuse de mourir. Peut-être que quelqu'un, un jour, ouvrira un vieil album et reconnaîtra un bijou sur une photographie ancienne. Peut-être qu'un amateur trouvera un diamant sans origine, sans histoire officielle, ignorant qu'il fut un jour porté par une impératrice. Peut-être qu'il est toujours là, transformé, oublié ou caché. Car certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Même lorsqu'elles s'évanouissent, elles continuent de vivre, dans les mémoires, dans les silences et dans les histoires que l'on raconte encore, à voix basse. Peut-être est-ce là, finalement, le véritable destin de ce collier. Ne plus briller sur le cou d'une princesse, mais vivre éternellement dans les esprits.